Grande première pour la Loire-Atlantique. Le département est le plus écolo de France selon le classement du magazine La Vie. Les détails avec Anne Judic. Depuis la création du palmarès il y a 9 ans par l'hebdomadaire, la Loire-Atlantique s'est retrouvée 7 fois dans les 10 départements les plus écolos de France. Et c'est la toute première fois qu'elle arrive en première position, malgré le dossier très controversé de Notre-Dame-des-Landes. 8 critères sont évalués: Agenda 21, transition énergétique, agriculture bio, protection de la biodiversité, consommation durable, gestion des déchets, qualité de l'eau et qualité de l'air. Notre département obtient une moyenne de 13,7 sur 20, c'est donc la meilleure note. Selon le magazine, ses points forts sont son Agenda 21, sa gestion des déchets ou encore sa protection de la biodiversité. Ses points faibles, la qualité de l'air, 54e place nationale, ou encore la qualité de l'eau, 78e place. Le détail est à découvrir dans le magazine La Vie, en kiosque ce jeudi. Les travaux viennent de débuter au parc de la Gournerie à Saint-Herblain. Objectif, consolider les digues de ces 2 étangs. Claire Villalon s'est rendue sur place. Le parc de la Gournerie va perdre un peu de sa tranquillité dans les prochains mois. À partir de la semaine prochaine, des travaux vont être réalisés sur le plus petit étang. Le but, renforcer les digues. Nos services ont constaté en 2014 que les ouvrages, les digues, avaient quelques faiblesses. Un cabinet d'études a confirmé les faiblesses inhérentes à ces 2 étangs qui datent du XVIIe siècle, en même temps que date le domaine de la Gournerie. Et donc nous sommes sur des travaux de maintenance pour renforcer les ouvrages que sont les digues de ces étangs et en même temps en profiter pour nettoyer les étangs, conforter les berges. Ces travaux doivent s'effectuer à sec. Le petit étang est donc vidangé presque entièrement. Et pour préserver une partie des poissons présents dans ces eaux, une pêche de sauvegarde a été organisée. L'idée, ce n'était pas de tuer tous les poissons lors de l'opération. Donc il y a eu ce matin une pêche qui a été organisée par la Fédération départementale de pêche pour récupérer les poissons présents. Ils ont du coup trié entre ceux qui sont les espèces indigènes et ceux qui sont les espèces nuisibles. L'idée, c'est d'éliminer les espèces nuisibles et de remettre les indigènes dans le grand étang. Dans un an, ce sera au tour du grand étang d'être vidé. Cette fois-ci, la vidange durera 2 mois. Mais pas d'inquiétude, le parc de la Gournerie reste ouvert au public durant toute la période de ces travaux. L'Observatoire du logement neuf et de la construction a rendu ses conclusions. Le secteur se porte bien. Le point sur ce 3e trimestre 2016 à Nantes et en Loire-Atlantique avec Anne Judic. Avec 3 935 logements vendus depuis le début de l'année, en Loire-Atlantique, l'immobilier du neuf se porte toujours bien. Le coût moyen se chiffre à 3 652 € le mètre carré, un prix qui augmente dans Nantes Métropole, comptez un peu plus de 3 900 € le mètre carré. 467 biens ont été vendus ce dernier trimestre, c'est un léger recul de 2%. Sur la ville de Nantes, c'est l'île de Nantes qui concentre le plus de logements en chantier. Plus d'un quart des ventes s'y est fait ce trimestre, à plus de 4 000 € le mètre carré. Par ailleurs, le quartier Nantes-Erdre se densifie également avec 16% des ventes. C'est là, à l'est de Nantes, que les prix sont les plus accessibles, entre 3 300 et 3 500 € le mètre carré. Et pour trouver du neuf encore plus abordable, c'est à Bouguenais qu'il faudra aller. La moyenne s'établit à 2 980 € le mètre carré. Pour certaines familles, le coût des funérailles est parfois impossible à supporter. Une coopérative a donc vu le jour pour leur venir en aide. Benoît Balti. Offrir un service centré sur l'écoute, ne plus exploiter le chagrin du deuil. Face à l'hyperfinanciarisation du secteur funéraire, une coopérative nantaise marque sa différence. Créée depuis septembre dernier, la société se veut une solution alternative pour l'organisation des obsèques, sans être assimilée à un service low cost. On n'a pas du tout vocation à être du low cost, on a vocation à définir des tarifs au prix juste. Alors, la coopérative funéraire, elle veut vraiment pouvoir accompagner les gens en fonction de leurs besoins, leurs contraintes personnelles. Et c'est là toute la force de la coopérative, un accompagnement sur mesure des proches du défunt. Le service ne se borne pas qu'aux obsèques, un accompagnement administratif peut être proposé. Il y a des gens qui ont besoin qu'on leur fournisse des courriers qui soient déjà pré-remplis. Ça, c'est des prestations qui sont souvent vendues en fait, en option par les opérateurs funéraires. Nous, ça fait partie intégrante en fait, de l'accompagnement.
La philosophie de la coopérative se constate aussi sur les produits proposés. Pas de salon d'exposition, mais une gamme restreinte basée sur la personnalisation et l'éco-responsabilité. On peut leur proposer une tombe végétalisée, avec uniquement peut-être de la pelouse, avec éventuellement quelques fleurs ou quelques plantes, des styles des rosiers. On peut même, si on le souhaite, faire pousser un arbre. On n'est plus obligé d'investir 2 000, 3 000 euros dans du granit si on ne le sent pas du tout. La coopérative emploie 3 salariés. Grâce au soutien des entreprises, des associations et des particuliers, son capital s'élève déjà à 34 000 euros. À Vertou, les salariés du foyer Adapay se mobilisent. Ils réclament la CDIsation de 2 de leurs collègues pour mener à bien leur mission. L'association loge et accompagne des personnes handicapées au quotidien. On passe moins de temps avec les personnes et donc on a une surcharge de travail. Le travail étant réparti quand on était une équipe au complet, du coup on se retrouve avec un accompagnement plus restreint auprès des personnes accompagnées. Donc le problème aussi, c'est qu'une personne en contrat de professionnalisation vient de rejoindre l'équipe. Contrat de professionnalisation veut dire que nous devons aussi dégager du temps pour aider cette personne dans sa formation, pour l'accompagner au mieux. C'est malheureusement quelque chose qui arrive de plus en plus souvent au sein des associations et notamment au sein de l'Adapay, au détriment de notre accompagnement. Nous défendons les mêmes valeurs que l'Adapay, c'est-à-dire un accompagnement de qualité, sauf qu'aujourd'hui on se retrouve à devoir lutter pour faire respecter le projet de l'association. Donc c'est là qu'il y a un gros souci et qu'on appelle à la mobilisation. Donc aujourd'hui c'est un premier appel, faute de temps d'organisation, parce qu'il y avait le week-end du pont. Si nos revendications ne sont pas entendues aujourd'hui, l'intersyndicale se réunira et nous ferons un appel pour une plus forte mobilisation parce que nous n'en resterons pas là. La grève est reconductible pour les salariés du foyer Chapeau Berger. Record battu pour le Festival international de science-fiction Les Utopiales. L'édition 2016 est la plus belle en termes de fréquentation. 82 000 visiteurs ont parcouru les travées de la Cité des Congrès à la découverte du monde merveilleux des machines. À titre de comparaison, ils étaient 65 000 l'année dernière. Le festival s'est achevé ce jeudi avec une journée réservée aux classes scolaires. Le HBC Nantes découvre cette saison la Ligue des Champions. Si l'aventure se déroule bien sur le plan sportif, la plus prestigieuse des Coupes d'Europe représente chaque semaine un défi logistique pour le club. La Champions League, ça se rapprocherait du Final Four de l'EHF Cup. C'est 120 pages de texte en A4, tout en anglais, avec des normes très strictes. La Ligue des Champions, c'est les meilleurs clubs d'Europe qui sont concentrés et qui se rencontrent tous les ans et qui terminent par un Final Four à Cologne devant plus de 20 000 personnes. Voilà, c'est des millions et des millions de téléspectateurs chaque week-end qui regardent ça. Concrètement, dans le détail, qu'est-ce qu'il a fallu changer dans cette salle de la Trocardia ? À part le sol tout. À part le sol tout, l'habillage, tout le tour de salle qui normalement est en violet, là il est en bleu. Les stickers vont changer, toute la signalétique va changer, il faut tout changer. On a tout démonté dès le mercredi soir et on est en train de faire la mise en configuration de Champions League. Est-ce que vous arrivez à évaluer justement la quantité de travail que ça représente de changer la salle ? Alors depuis plusieurs semaines, tous nos salariés travaillent dessus, une quinzaine de bénévoles depuis une dizaine de jours. C'est du 100% pour une vingtaine de personnes à peu près. Est-ce que c'est un défi logistique pour le HBC Nantes d'accueillir la Ligue des Champions ? C'est un défi tout court, logistique bien sûr, mais pas seulement. C'est vraiment grandir encore dans le développement du club, c'est se professionnaliser encore plus, c'est faire en sorte que nos bénévoles soient aptes et prêts à recevoir la Ligue des Champions, c'est-à-dire qu'on a une quinzaine de bénévoles qui vont parler anglais ou allemand durant le week-end. On a changé un petit peu les métiers de nos bénévoles. On va avoir quelques bénévoles qui vont parler anglais au niveau de l'accueil, on va avoir des bénévoles au niveau des médias où on aura de l'anglais, de l'allemand, au niveau des statistiques, au niveau des contacts avec le HF, puisque
Sur ce match-là, on a 2 délégués au niveau de l'EHF, un qui est spécifiquement plutôt terrain et l'autre qui va travailler sur toute la partie marketing, vérifier le cahier des charges, enfin vérifier toutes ces choses-là. Est-ce qu'il va y avoir des recrutements de bénévoles, peut-être des renforcements d'équipes, parce qu'il va y avoir justement ce défi logistique quasiment toutes les semaines de changer entre le championnat et la Ligue des Champions? Alors, il n'y a pas de recrutement de bénévoles. Le recrutement des bénévoles se fait tout au long de l'année et depuis plusieurs années. On s'est préparé là aussi depuis 2 ou 3 ans à avoir des bénévoles qui parlent anglais, à avoir des bénévoles qui vont être spécifiquement travailler sur l'informatique, sur les statistiques. Donc on poursuit notre développement et on accueille bien évidemment tous les nouveaux bénévoles qui veulent venir travailler au club. Justement, les spectateurs aussi vont découvrir une nouvelle salle. Voilà, c'est aussi un nouvel environnement pour eux. C'est forcément assez excitant aussi pour les supporters. Ça devrait être excitant pour les supporters puisqu'effectivement c'est des nouvelles équipes qui vont arriver, c'est un nouvel environnement, c'est une mise en scène aussi complètement différente. Donc voilà, j'espère que le public nantais sera présent pour cette première. Est-ce que vous, en termes logistiques ou en termes d'organisation, c'est un stress particulier ce premier match? On s'y prépare comment? Alors c'est un stress positif, je veux dire, oui, on est concentré. On a organisé des événements à plus de 10 000 personnes à la Beaujoire où il y avait beaucoup plus de logistique puisqu'il y avait une 50aine de camions à faire venir, etc. Donc on est concentré, on est prêt. Voilà, c'est comme un artiste qui a déjà fait un tour de chant et qui va rechanter dans une nouvelle salle. Voilà, mais nos salariés et nos bénévoles sont prêts. Ça représente quoi dans l'histoire du club, une histoire assez récente, le fait d'arriver à cette prestigieuse Coupe d'Europe, la Ligue des Champions? Ça représente une utopie. Je pense qu'on touche à quelque chose auquel on n'a même pas pensé les 3 ou 4 personnes qui avaient repris le club il y a 20 ans. On s'était mis un défi fou, c'était d'être en D1. Au bout de 10 ans, on y a été. Après, c'était de jouer la Coupe d'Europe, on y a été. Et puis après, on s'était dit, si un jour on joue la Champions League, voilà, ça serait formidable. Et on y est. La France fait partie des nations fortes du handball, donc il me paraît normal qu'il y ait 3 représentants français en Champions League. Maintenant, il y a des critères, il faut déposer des dossiers si on finit pas premier. On a déposé un dossier, on a eu quelques arguments, le fait d'avoir un nombre de spectateurs assez conséquent, d'avoir déjà organisé des compétitions internationales. Voilà, je pense que c'est des éléments qui ont pesé dans la balance et le bureau de l'EHF a jugé qu'on était apte à avoir cette compétition. Quelles peuvent être les retombées pour le HBC Nantes en termes de visibilité peut-être? Alors pour le HBC Nantes, il y a des retombées bien évidemment en termes de visibilité, mais aussi pour la métropole. Je pense que c'est un élément fort de développement, c'est un élément fort de communication. Nantes maintenant n'est pas seulement connu pour le FC Nantes, mais aussi connu pour le HBC Nantes. La Ligue des Champions est l'ambition du club. L'autre ambition, c'est de gagner des compétitions nationales. Voilà. On ne se voit pas redescendre de compétition. Quand on touche à la plus prestigieuse des coupes, on veut la jouer tous les ans. Le H et Nantes continuent d'être des lieux où on organise des grosses compétitions. C'est ça aussi le message. Absolument, et on va en organiser un autre le 22 décembre, puisqu'on va organiser un match contre Paris à la XXL, où là on sera près de 11 000. Donc voilà, il y aura encore un nouveau challenge dans un début de saison très lourd en compétition.